Ok. Vous êtes informé que l'enregistrement a commencé. Ok. Bon, ouais, bah, du coup, bonjour à toutes. On est aujourd'hui ensemble pour la deuxième table ronde de ce programme de rôle modèle. Donc, je vais co-animer cette table ronde avec Lucille Galindo et je vais laisser nos trois rôles modèles se présenter. Donc, Isabelle Daéron, Aude Vuillet et Laurent Sel. Isabelle, tu veux bien commencer? Oui, bonsoir à toutes, à tous. Isabelle Daéron, designer. Je dirige le studio de design qui s'appelle IDAE et on travaille beaucoup pour des projets publics et puis aussi sur des projets d'aménagement d'espace. Un des enjeux, en tout cas, il y a un des sujets qui revient régulièrement dans nos projets, c'est les enjeux autour de l'eau, des usages liés à l'eau et notamment la revalorisation des eaux non potables. D'accord, merci beaucoup. Aude, tu veux bien te présenter? Bonsoir, donc moi je suis Aude Vuillier. Alors je ne suis pas designer, mais j'ai accompagné pendant plusieurs années effectivement cette jolie profession à la PCI avec l'Observeur du Design. Et aujourd'hui, je suis chargée de mission design et mode au ministère de la Culture. D'accord, merci beaucoup Aude. Et Laurence, peux-tu te présenter s'il te Ouais. plaît? Bonsoir à tous. Alors, moi, je suis issue d'une formation en arts appliqués et j'ai animé un cursus en innovation sociale, design par l'innovation sociale pour Strat École de Design. Et aujourd'hui, je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle ResiCity, qui travaille sur les transformations des modes de vie et des usages. Et je peux dire que je suis designer de parcours pédagogique, voilà. Et de textile aussi, design textile. Je fais des kits de broderie au point de croix, accessoirement. D'accord, merci beaucoup Laure. Du coup, aujourd'hui, on va parler de design et de politique publique. Et du coup, j'aurais aimé que vous me présentiez un petit peu votre vision de l'écosystème du design en France. Alors, qui voudrait commencer? J'ai envie de donner la parole à Lucille, qui a quand même une vision. Je sais qu'elle est qu'elle n'est pas forcément rôle modèle aujourd'hui, mais en tout cas, en tant que présidente de la PCI, j'aurais aimé avoir ton avis. Merci. Juste pour un petit mot, pour les personnes qui ne connaîtraient pas qui je suis, tu l'as dit, je suis directrice, pas présidente de la DCI. Excuse-moi. Président, c'est Dominique Siama. Donc, une association de promotion du design à l'échelle nationale. Et donc, oui, vision de l'écosystème, mais je laisserai la parole surtout à nos rôles modèles. Écosystème qui est très, très large, composé de designers indépendants en agence, intégrés en entreprise, d'associations de promotion du design à l'échelle nationale et régionale, des associations aussi qui peuvent être sectorielles liées à un design en particulier, des écoles de design, des formations plus larges. Donc ouais, c'est un écosystème extrêmement large. Mais je laisserai justement les trois rôles modèles qui représentent une partie de cet écosystème, chacune à leur manière, en parler un peu plus. Donc, c'est vrai que en France, c'est un écosystème qui est même, en plus d'être large, assez morcelé. Donc, on cherche parfois à rassembler tout ça, à structurer tout ça, et c'est pas toujours simple. D'accord. J'ai envie de donner la parole à Aude, avec qui on a échangé en début de la semaine dernière. C'est vrai que cet écosystème, il porte bien son nom, mais il est difficile effectivement parfois d'y voir un peu clair. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'initiatives, etc. Et quand on a peut-être une position comme moi au niveau national, il faut passer beaucoup de temps effectivement pour faire de la veille, pour savoir qui fait quoi, parce que il y a plein d'initiatives partout dans toutes les régions. Donc, pour savoir où on en est, pour avoir une vision globale du design français, ça demande un peu de temps quand même. D'accord.
Isabelle, quelle serait ta vision de l'écosystème Bah, je partage ce qui a été dit, peut-être pour compléter. C'est vrai que en France, il y a une diversité de design, de designers, qui vient aussi du fait qu'on a une diversité de formation. Chaque école, enfin, aussi bien, je peux parler des écoles qui sont les écoles du ministère de la Culture, les écoles de l'éducation nationale, comme les formations donc DNA, DNSEP, DNMED, DSA, et les écoles privées, c'est à chaque fois, et même au sein de ces différents types d'écoles, je pense que chacune a vraiment sa spécificité et qui fait que on a des approches de design industriel, parfois qui tend vers le champ plus artistique, euh, sans parler de toutes les formations, toutes les options qui existent. Je pense que ces dernières, enfin, quand on regarde l'histoire du design, c'est vrai que en l'espace de 20 ans, il y a eu de nouveaux champs du design qui ont été explorés. Alors maintenant, parfois, on peut se dire où est-ce que ça va s'arrêter en fait, ou est-ce que à chaque fois le design va réinvestir, va investir de nouveaux champs, et si c'est le cas, au risque parfois peut-être enfin, pas de perdre du sens, mais en tout cas de garder cette idée d'un design aussi au service d'enjeux, au service de l'intérêt général. Voilà. Donc parfois, voilà, et moi je me dis, ça s'étend de plus en plus, mais est-ce que c'est toujours pour du mieux? Il faut que ça le soit. D'accord, merci Isabelle. Et du coup, Laure, est-ce que tu veux bien parler de ta vision de l'écosystème du design? Ouais, alors moi, j'ai pas tellement de vision de l'écosystème du design à mon échelle. Après, je peux juste parler un peu de mon parcours de designer et dire que il a beaucoup évolué entre l'école d'art appliqué où j'ai fait du design textile et puis après un DSA. Là, j'ai l'impression d'être plus dans une démarche exploratoire et artistique finalement. Ensuite, intégrer une entreprise qui fait de l'accessoire de téléphonie mobile. Je répondais à une commande, hein, j'étais le designer graphiste, on va dire, qui exécute finalement, hein, qui répond à une demande de faut faire des packaging, faut faire des produits, de la com, etc. Jusqu'à une petite crise de la quarantaine où on se dit non, c'est peut-être pas la meilleure manière d'exercer son métier. Et aujourd'hui, on est arrivé à faire du design un peu plus engagé, avec cette dimension plus politique, justement, de vouloir avoir un impact positif. Donc, le champ du design, je pense qu'il est très large et il y a autant de métiers que de designers, peut-être. Très bien. Et du coup, tu parles de politique, Laure. Du coup, j'aurais aimé enchaîner sur la deuxième question et te la poser directement. Comment le design peut intervenir dans le champ politique selon toi? Euh, alors, comment il peut... Alors, euh, je sais, pour avoir discuté avec des designers intégrés dans des collectivités, qu'il y a aujourd'hui de la place pour des designers au sein des collectivités. Euh, je- en 2019, quand je faisais beaucoup d'entretiens pour développer la suite du cursus en innovation sociale, j'avais discuté avec des designers et je crois qu'il y avait à peu près une trentaine de designers au sein des collectivités. Alors j'imagine que depuis, ça a dû bien augmenter. Euh, voilà. Après, la place du designer dans la politique, j'aurais envie de parler des mouvements de design fiction, de design critique, euh, qui ont leur place pour interpeller aussi la société. Et voilà, c'est là où le designer intervient, peut-être pour aller là où ça gratte, quoi, à faire un peu imaginer des futurs, pas forcément toujours souhaitables, mais pour se poser des questions sur là où on va. Euh, voilà. Après, moi, avec l'association Résistique que je développe, j'en parle juste un tout petit peu.
notre posture, c'est de mettre en place des parcours. Donc, on a un parcours qui est court, qui dure 3 heures, pour emmener des citoyens à réfléchir à des enjeux. Voilà, c'est une sorte de mise en bouche, réfléchir à des enjeux sur les usages, les modes de vie. Et là, ce qu'on développe, c'est un parcours plus long, un parcours apprenant. On va permettre à des collectifs d'apprendre sur un sujet, potentiellement avec voilà, un commanditaire qui pourrait être une collectivité, et développer des compétences personnelles, des compétences d'auto-apprentissage qui peuvent avoir un intérêt pour la collectivité. Donc, voilà, je vous laisse rebondir. D'accord, merci beaucoup Laure. Est-ce que Isabelle ou Aude, vous voulez ajouter quelque chose? Côté politique, moi j'ai compris il n'y a pas très longtemps ce qu'était une politique publique, puisque je suis censée en mettre une en œuvre en faveur du design. Donc c'était plus simple, comme ça je suis dedans et je vois à quoi ça sert, effectivement. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de designers intégrés, même dans certains ministères, des collectivités bien sûr, pas mal d'agences qui en ont fait aussi un peu leur spécialité. Et alors peut-être qu'au niveau politique, on n'est toujours peut-être pas dans la compréhension totale de ce que peut apporter le design, mais j'ai l'impression qu'on est en train de changer les choses. Il y a des choses qui quand même évoluent aujourd'hui, parce qu'une politique publique, c'est mettre en œuvre aussi des dispositifs. Voilà, moi, je m'occupe de dispositifs aussi pour pouvoir aider cette profession et peut-être valoriser effectivement ce qu'est le design, en tout cas en France. Après, il y a des choses qui sont en train de bouger. C'est vrai que nous, on fait, voilà, on a plusieurs dispositifs pour aider les designers ou le design en général. On soutient tout ça aussi, mais c'est vrai qu'il y a une compréhension aussi de nos élus, peut-être des gens qui sont voilà, sur ces dispositifs-là, où il faut quand même encore et encore expliquer en fait, à quoi ça sert et pourquoi il faut faire appel au design, etc. Et je pense que quand tu dis, Isabelle, que c'est un métier qui évolue parce que voilà, il vient dans des champs où on ne l'attendait peut-être pas encore il y a quelques années, bah, tout ça, c'est toujours de la pédagogie en fait à faire parce que dans l'esprit de beaucoup, j'espère pas de tous, mais c'est encore rattaché pas mal à certains designs et peut-être pas à tous, donc il faut encore expliquer. Et moi, je rêve effectivement que ça soit un réflexe, le design, à tous les niveaux de l'État, des collectivités, etc. Ça, c'est sûr, on en a besoin parce qu'on a peut-être des systèmes qui vieillissent aussi et on aurait besoin aussi de penser nos façons de réfléchir ou de travailler ou d'organisation. Après, nous, on est peut-être touchés par le design côté numérique, ça c'est sûr, parce qu'on a beaucoup de choses qui se passent en dématérialisé et je sais qu'il y a toujours une équipe de designers derrière, mais il ne faudrait pas Enfin, là, pour le coup, il faudrait que ça dépasse le champ du numérique, ça serait bien. D'accord, merci beaucoup Aude. Isabelle, tu voudrais compléter? Oui, alors peut-être, moi, je pense, par rapport à ta question, je pensais plutôt aux politiques au sens d'engagement, en fait, dans la cité. Et pour moi, en tout cas, c'est vrai que c'est important qu'un designer prenne position, ne soit pas simplement que dans une réponse à des commandes. Et moi, par exemple, cet engagement-là, j'essaye de l'avoir. Je parlais d'eau tout à l'heure sur cette question d'usage en fait d'une ressource, d'essayer d'imaginer des dispositifs qui puissent l'économiser ou la valoriser à certains moments de la journée ou dans certains lieux. Et bon, voilà, ça c'est quelque chose qui me semble en tout cas. Alors, c'est pas lié à l'expression politique publique et c'est une acception différente de celle que décrit Aude. Mais en tout cas, moi, à mon échelle, c'est celle qui m'interpelle et qui me concerne beaucoup.
D'accord, merci beaucoup Isabelle. Mais du coup, je trouve que ta réponse est intéressante dans le sens où tu dis qu'il ne faut pas uniquement répondre à des commandes, mais ça veut dire que du coup, il y a une sorte de modèle économique qui est plus fragile à partir du moment où tu vas être plutôt dans la recherche et qu'il n'y a pas de client en face. Comment ça se passe? Eh ben, il y a des projets qui financent plus d'autres, en fait. Nous, on fait, enfin, en tout cas, nous, on fait des projets aussi très variés, mais on travaille aussi bien pour des collectivités que des marques, que des associations, que des manufactures. Et l'enjeu, c'est justement de réussir à trouver un équilibre entre des projets voilà, plus, plus rentables qui permettent de financer d'autres projets où là, on passe plus de temps à chercher, par exemple. Mais ça, moi, c'est ce que j'essaye de défendre et c'est ce qui me semble intéressant. C'est sûr que euh, après, les modes d'accompagnement des designers en France, on a quand même beaucoup de chance, je trouve. Il y a quand même pas mal de dispositifs. Il y a les résidences, il y a des bourses de recherche, un petit peu. Oui, en avoir un peu plus, mais un petit peu. Et ce qui permet aussi de cultiver cette approche-là et de se dire à chaque fois comment le design peut servir en fait les communs, le bien public, comment euh, améliorer, je sais pas, les conditions d'accueil dans un établissement de santé, comment mieux se nourrir, comment mieux utiliser nos ressources, etc. Enfin, c'est des évidences que je dis, mais bon, en tout cas, c'est pour illustrer, quoi. Merci beaucoup Isabelle. Laure, est-ce que tu voudrais réagir à ça, notamment par rapport à ces idées de recherche? Oui, ouais, c'est vrai que nous, on passe beaucoup de temps avec mes camarades, mes collègues de Resi City à concevoir, à tester, à imaginer les dispositifs qui vont être les plus pertinents. Voilà, pour l'instant, je suis jeune entrepreneur, on va dire, fraîchement incubée par un accompagnateur de l'ESS en Haute-Savoie. Donc, un peu au début d'une aventure, en tout cas pour Resi City. Après, je suis toujours active dans ce qui a succédé à la formation Design Act que j'animais pour Strat, qui est aussi un cursus un peu expérimental et qui se cherche toujours. Enfin, ça fait 1 an et demi qu'il a été lancé et c'est pas forcément simple de trouver la manière de fonctionner. Pour expliquer un petit peu à tout le monde, là, pour le coup, on a un dispositif de formation qu'on propose en partenariat avec les collectivités. On met en place donc 12 apprenants, jusqu'à 12 apprenants au sein de la collectivité, au sein d'un lieu prêté par la collectivité, qui vont investiguer à partir de thèmes proposés par la collectivité. Et donc, ils sont accompagnés par un coordinateur qui est un designer. Et là, aujourd'hui, on est à la région Île-de-France. On a démarré dans le 93, au département du 93, dans la cellule innovation. On va discuter aussi avec la Nouvelle-Aquitaine qui est intéressée. On a fait une première session à Lyon. Et à chaque fois, c'est différent parce que à la région Île-de-France, c'est une échelle totalement différente de Lyon, où là, pour le coup, on travaillait avec la mairie du 8e. Et c'est vraiment en fonction de comment les groupes sont intégrés au sein de la collectivité, comment les choses sont amenées. On se rend compte que ce n'est pas si simple, en fait, que arriver à développer des projets, il faut une vraie transparence sur qu'est-ce qui se passe déjà au sein de la collectivité, quels sont les projets en cours, pour que les étudiants puissent trouver leur place et ne soient pas hors sujet, quoi, hein, que ce ne soit pas un projet alibi qui leur soit donné, qu'il ait un vrai intérêt. Et
Enfin, voilà, il y a pas mal de questionnements. Le temps de la collectivité aussi n'est pas le même que le temps de la formation, qui est une formation de 4 mois. Donc voilà, dans l'aspect recherche, on va dire que là, il y a un champ de recherche qui est ouvert pour nous et qui est assez passionnant et pas forcément simple. Merci Laure. Et du coup, Aude, je voulais te donner la parole notamment sur des dispositifs publics qui permettraient justement aux designers de faire un peu de recherche. Ah, de la recherche. De la recherche ou autre chose, mais en tout cas, amener. Après, oui, on a forcément, enfin, il y a les résidences, oui. Il y a les résidences à l'ancienne. Et puis, il y a les nouvelles résidences, je pense. Donc, ça va peut-être être plus les designers sur ces nouvelles résidences qui sont peut-être moins iconiques que celles qu'on connaît et qu'on a au ministère de la Culture. Mais en tout cas, ça peut être un moment fort, effectivement. Après, c'est toujours pareil. Il y a plein d'initiatives partout. Donc, c'est vrai que le designer, il faut qu'il soit aussi un peu toujours en veille, en fait, sur ce qui se passe. La recherche... enfin, à part les résidences, voilà ce qu'on, enfin, et des bourses qu'on peut soutenir nous, etc. Mais c'est vrai qu'on, c'est pas encore une des priorités en fait pour nous. Ça peut le devenir puisque tout change, j'ai l'impression. Donc voilà, mais pour l'instant, c'est pas, on n'en est pas là en fait. D'accord. Mais c'est vrai qu'en même temps, quand vous proposez des appels à projets, il y a quand même une invitation à faire de la recherche Ouais. d'une façon ou d'une autre, même si on est sur du Après, mobilier. ouais. Bah après, de la recherche, oui, je pense que quand on répond à quelque chose, enfin une demande, un cahier des charges, etc., il y a forcément ce temps-là. Après, on l'utilise ou non en partie ou dans sa totalité, je ne sais pas, mais c'est vrai que l'idée d'aider les designers passe aussi pour nous, en tout cas, par de la commande publique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux façons d'aider. Il y a la subvention classique d'un projet et il y a la commande publique qu'on essaye effectivement de développer, ou en tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis souvent sollicitée quand il y a des marchés publics où les designers peuvent répondre sur une relecture du cahier des charges, sur un accompagnement peut-être aussi de trouver les bonnes personnes qu'on peut mettre dans un comité de pilotage ou dans un jury, parce que c'est aussi très important d'avoir des personnes compétentes qui peuvent aussi comprendre et appréhender les projets qui sont proposés. Mais ça prend. Je pense que voilà, la commande publique et le design, ça marche plutôt pas mal. D'accord, très bien. Et du coup, sur cette question d'appel d'offres, je crois que Isabelle, tu réponds aussi à des appels d'offres. Comment ça se passe pour toi, justement? Pardon, j'avais coupé mon son. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement, de répondre à des marchés publics. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, donc on l'apprend un peu sur le tas. Je dirais qu'il y a des marchés publics qui sont plus ou moins bien rédigés. Parfois c'est parfois un copier-coller Enfin, moi, je pense à un marché public qu'on a gagné d'ailleurs il y a quelques temps, qui était plutôt un travail, on va dire, qui était lié à l'aménagement d'espace. Et en fait, on s'est retrouvé devant un CCTP, un cahier des clauses techniques particulières, qui était finalement un copier-coller d'un CCTP, d'un marché à destination des architectes. Et ce qui a créé en fait beaucoup de, beaucoup de flou et en même temps beaucoup d'incompréhension de part et d'autre. Donc quand j'entends Aude qui fait tout ce travail sur la rédaction des marchés publics, je trouve ça super et très encourageant pour la suite. Et oui, ben, je dirais que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des marchés publics qui font intervenir des designers. Donc, c'est vrai que ce serait super qu'il y en ait plus et qu'il y ait plus de collectivités aussi, parce que là, on parle de l'État, mais même aussi au niveau collectivités qui intègrent en fait cette dimension-là. Voilà. Ok, merci Isabelle.
Est-ce que, Laure, tu as déjà eu l'occasion de répondre à des appels d'offres ou des appels à projets? Non, pas directement. Enfin, je fais aussi partie d'un collectif qui s'appelle Zoépolis et c'est un collectif de designers qui développe des projets autour du vivant non humain. Et c'est vrai qu'au sein du collectif, c'est un peu le casse-tête, enfin, c'est un peu la chasse aux appels à projets, aux appels d'offres, pour essayer de trouver ce qui matchera avec les compétences du collectif. Et voilà, moi, je regarde ça. Voilà, je ne suis pas dedans pour l'instant. Pour eux, j'organise une université d'été et on va bientôt rentrer dans le dur du sujet budget. Mais de ce que, enfin, mon retour que j'ai, bon après tout dépend des appels à projets, mais souvent on s'est confronté à un cahier des charges qui impliquait d'être plusieurs acteurs pour répondre, dont des acteurs du champ de la recherche. Et donc les designers seuls comme ça, en fait, c'est assez compliqué de trouver le brief, on va pouvoir répondre seul. Et d'où notre projet d'université d'été pour inviter des partenaires potentiels, des gens avec qui on a envie de travailler et les réunir dans un temps d'expérimentation voilà, en France cet été. Et en fait, voilà, ça vient en fait de ça, de ce constat que seul, c'est très compliqué de répondre et qu'on a besoin d'être déjà en réseau et de savoir où on veut aller ensemble. Bah, pour compléter, c'est vrai que enfin, sur les appels à projets ou sur les marchés publics, etc., c'est soit vraiment la finalité ne requiert qu'un designer, mais c'est vrai que, en gros, sur les appels à projets, en tout cas que moi je suis actuellement, c'est souvent, on attend toujours une équipe pluridisciplinaire finalement, parce que le designer tout seul, en fonction de ce qu'il sait faire plein de choses, ça c'est évident. Mais on attend toujours voilà, une équipe qui vient compléter pour donner la meilleure solution ou en tout cas la meilleure réponse. Après, moi, je suis hyper vigilante effectivement à ce cahier des charges. On ne fait pas de copier-coller. On fait attention au nombre de finalistes. On fait attention au montant de l'indemnisation aussi parce que sinon, on va se faire taper dessus et on le sait. Nous, on essaye juste, alors oui, en tant qu'État, mais en tout cas d'avoir les bonnes pratiques. Après, on ne peut rien imposer à personne forcément, mais si au moins nous, on est capable de faire des marchés publics avec toutes les bonnes pratiques et les bonnes règles pour que le designer puisse, et les autres disciplines, répondre correctement, c'est un peu tout l'enjeu aussi et c'est hyper important. Après, il y a d'autres dispositifs qui existent et là, on passe un autre cap avec France 2030. France 2030, là, on est sur des appels à manifestation d'intérêt. C'est des grosses machines et je sais bien que tout le monde n'est pas câblé ou armé pour répondre à tout ça. Ça reste hyper administratif, c'est assez lourd, je pense. Peut-être voilà, il y a un vrai... c'est vrai qu'il faut remplir des dossiers. Ça, on en est enfin, c'est toujours pareil, hein, ça reste administration, il faut remplir des dossiers. Il faut être solide malgré tout. Et c'est vrai que de temps en temps, j'ai le sentiment que nos acteurs, en tout cas du design, sont fragiles et pas solides. Donc, ça vient un peu perturber les réponses aussi. Mais voilà, en tout cas, les plus petits marchés publics, moi, j'essaye aussi de faire tomber un peu les a priori. Si on a envie de dessiner, enfin, si on fait un marché public pour dessiner une chaise, peut-être qu'un designer qui ne fait pas vraiment tout le temps des chaises, on peut aussi l'accepter. On n'est pas obligé de voir toujours les mêmes. Voilà, moi, c'est un peu ma mission de laisser une place, en tout cas une chance à ceux que peut-être on ne connaît pas forcément. Et il faut ouvrir les dossiers, les lire et puis un peu d'audace, ça ne nous ferait pas de mal. Et est-ce que, je rebondis à ce que tu viens de dire et à ce que tu as dit aussi tout à l'heure, tu disais que il y avait une pédagogie à faire sans cesse par les designers pour montrer ce qu'ils font, comment ils le font, pour prouver
leur travail, l'intérêt que ça peut avoir et que les politiques sont aujourd'hui peut-être encore assez peu sensibilisés ou pas assez ou mal sensibilisés à ce qu'est le design et à comment ça peut les aider, ce que ça peut leur apporter. Tu disais aussi là que voilà, il y avait une attention qui était portée à la rédaction des marchés publics pour que ce soit le plus adapté. Est-ce que justement intégrer vraiment des designers dans la rédaction des marchés publics pour qu'ils soient le plus adaptés aux cibles, que ce soit des designers eux-mêmes ou d'autres, c'est quelque chose qui serait à faire? Et donc toute cette question de la pédagogie, comment on l'amène? Comment on arrive à ce que les designers qui sont de plus en plus intégrés dans les collectivités publiques le soient encore plus? Enfin, il y a une vraie question là, à laquelle moi personnellement je n'ai pas de réponse, mais est-ce que c'est une réflexion en tout cas que le ministère euh, prend en compte aujourd'hui et ou d'autres collectivités? Est-ce que voilà, c'est des choses Bah, nous, on le prend en compte parce que on a peut-être, il y a un poste qui est dédié à ça, qui est le mien aussi, avec le mot design dans le titre. Donc, c'est vrai que parfois, on peut être appelé justement dès qu'il y a un marché public. Après, il y a aussi, ça, je pense que c'est pas très vieux, je connais pas leur date de création, mais il y a un ministère de la transformation publique où il y a une équipe de designers qui a aussi comme mission d'aller, pourquoi pas, relire des cahiers des charges, etc. et de mettre du design un petit peu dans tous ces dispositifs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment des choses qui évoluent. Ça évolue et puis on travaille peut-être encore mieux les uns avec les autres aussi. Ce côté interministériel, voilà, ça se cultive, ça se construit avec les années aussi. Après, les gens changent, donc forcément, de temps en temps, on le sait bien, dès que ça change, on est reparti avec notre valise du design, là, à tout réexpliquer, et c'est reparti pour un tour. Ça fait juste 30 ans qu'on est avec la valise, quoi, mais on va y arriver. On va peut-être y arriver. Mais après, il faut le montrer de toute façon pour faire comprendre tout ça à nos élus, etc. En fait, il faut juste leur montrer. En fait, c'est comme ça et c'est pour ça que France Design Week, c'est une jolie opération aussi sur tous les territoires, etc., pour montrer tous nos designs. Et justement, il faut profiter d'inviter peut-être tous ces gens là, à leur prouver que voilà, s'il y a quelque chose à changer dans leur ville, dans leur je sais pas où, peut-être ils peuvent aussi faire appel à un designer pour ça. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas un réflexe parce que ils ont peut-être pas la bonne info sur le design et sur le designer. ouais, c'est une question de culture. Voilà. Et nous, on n'a peut-être pas beaucoup la culture. Alors, le design, la culture du design, je sais pas, mais on peut encore la travailler, quoi. Il faut qu'on l'ancre encore plus et en effet, il y a cette valise qu'on transporte toutes, en l'occurrence, puisque nous sommes que des femmes, nous, autour de cet On est écran. encore un peu jeune, on peut encore faire, tu vois. C'est bien. Complètement. Et Laure ou Isabelle, est-ce que vous vous reconnaissez justement dans cette idée de porter cette valise du design, de la pédagogie du design? Je dirais oui et non. Enfin, oui, parce que c'est important d'expliquer et je prendrais le parti plutôt d'utiliser des exemples, en fait, parler de projet, en fait, parler de contexte, parler d'enjeux, parler ouais, parler du projet, en fait, plutôt qu'expliquer à un client à quoi ça va servir, en fait, de faire appel à un designer. C'est vrai que cette deuxième posture, je me sens moins là-dedans et je dirais que développer un projet, c'est tellement déjà un énorme travail, ça demande tellement d'énergie, voilà, que là, bon, ça fait une dizaine d'années que je travaille et c'est vrai que quand je suis face à un client que je dois convaincre dès le départ, c'est vrai que ça me donne, c'est peut-être un peu dommage là, de le dire, mais ça me donne pas forcément envie en fait. Enfin, je préfère me concentrer sur le projet ou alors parler vraiment ouais, des enjeux, quoi, de se dire
je sais pas, on va travailler, je sais pas, sur un service d'un hôpital. Il y a un enjeu de peut-être d'accueil, de confort, de lisibilité, de tout ce qu'on veut. Bon, bah, on peut parler de ça et on peut se dire à quoi va servir le design. Mais par contre, convaincre un client que le design va pouvoir lui apporter plein de choses, ouais, le chemin est trop long pour moi. J'ai d'autres combats. Enfin, ouais, j'ai pas ce temps-là. Merci Isabelle. Laure, est-ce que tu as un témoignage à apporter? Après, ouais, le design, moi j'aime bien résumer ça. C'est le dessin au service d'un dessin. Je trouve que ça marche bien, hein, dessin IN au service d'un dessin EIN, c'est assez efficace. On comprend tout de suite la notion d'enjeu, de politique, justement, de vision. Voilà. Après, ouais, parler des projets, parler des différentes facettes du design, de comment on peut faire du design autrement. Après, bon, voilà, si on me demande si je sais faire un logo ou un site internet, je ne vais pas dire non, hein, parce que ça fait aussi partie de mes compétences. Mais bon, je vais toujours essayer d'interroger l'objectif, à quoi ça sert, etc. De plus en plus, quoi. Enfin, c'est peut-être avec l'âge aussi. On a envie de poser des questions. D'accord. Oui, du coup, tu pars vraiment sur ce questionnement et alors, pour être sûr d'avoir compris, tu, tu vas pas forcément aller dans les spécificités de tes savoir-faire particuliers ou alors tu sais vraiment tout faire? Oh là, non, je ne pense pas savoir tout faire, mais c'est vrai que enfin, le designer est souvent un peu couteau suisse, hein. Je pense qu'on ne pourrait pas dire le contraire, mais on est assez polyvalent entre les compétences techniques de représentation et puis après les outils d'enquête. Ouais, la nécessité d'avoir une vision globale, de pouvoir représenter toutes les parties d'un écosystème pour donner à voir les projets dans leur globalité. Donc, moi, en fait, moi, je me mets là où il y a besoin, quoi. En fonction du niveau attendu. Pas non plus sortir l'artillerie lourde s'il faut juste faire un peu de graphisme, faire un peu de communication. Et là où il faut expliquer un truc compliqué, ben, bon, ok, ce sera des schémas, ce sera une représentation sur Miro, des choses comme ça. Voilà, vraiment essayer de voir qu'est-ce qui va pouvoir fluidifier le process et que tout le monde trouve sa place. Parce qu'après, sinon, le risque, c'est qu'on te dit ah bah c'est bon, tu vas tout gérer. Faut éviter ça, quoi. Merci Laure. Lucille, est-ce que tu avais une autre question éventuellement? Alors, on ne l'a pas abordé, en effet. La question de la concertation publique, on n'en a pas trop parlé là dans tout ce que vous nous avez dit. Mais là, voilà, c'était de se poser la question comment le designer peut accompagner aussi les citoyens, les femmes et hommes politiques dans ces enjeux de concertation publique et les accompagner pour que le résultat soit le plus satisfaisant pour toutes les parties prenantes, que la promesse de la représentation soit tenue. Sur ces enjeux-là, ces questions-là de la concertation publique, est-ce que vous avez des choses à nous raconter? Peut-être Laure, avec Resicity, tu peux nous Ouais. donner des exemples? Ouais, bah, oui, c'est vrai que c'est une vraie question. Parce que si le rendu, il est pas valorisant, on n'aura pas envie de de le montrer ou d'en faire la communication. Donc là, je trouve que le designer a vraiment un rôle à jouer pour accompagner les citoyens dans la maturation et la représentation de leurs idées. Je trouve que c'est vraiment un plus. Après, je vous invite aussi à regarder le travail qu'a fait l'Université de la pluralité. Ils ont fait un gros travail d'enquête sur les pratiques collectives créatives. Je peux même mettre le lien dans le chat pour ceux qui veulent. Ils ont étudié justement ces questions de comment on peut écrire de nouveaux récits et
et quelles sont les difficultés, enfin voilà, c'est assez intéressant. Nous, avec ResiCity, on va dire que les prérequis, bon là on est en train de construire notre parcours long, mais j'avais noté des trucs. Hop, nos prérequis, c'est déjà de créer des groupes, des vrais groupes projets, des gens voilà, qui se connaissent, qui ont des affinités, enfin, un travail à faire sur le départ. Après, aussi avoir un cadre assez bien défini sur qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place, qu'est-ce que la collectivité est capable de mettre en place et qu'est-ce qu'elle acceptera d'entendre et jusqu'où on va creuser dans les problèmes qu'on va trouver, ce qu'on va analyser. C'est aussi une question de où est-ce qu'on va aller, parce qu'on observe souvent des problèmes qui sont des symptômes, mais derrière tout ça, il y a d'autres problèmes plus complexes, plus profonds, et donc voilà, savoir jusqu'où on creuse, c'est intéressant. Qu'il y ait une grande transparence sur les attendus de la collectivité par rapport à ce qui est demandé aux citoyens. Je pense que aussi les phases de test sont importantes. On oublie toujours, voilà, on va jusqu'à une idéation, on va chercher des solutions, mais aller jusqu'à tester les idées pour les éprouver, leur donner une légitimité, c'est aussi important. Voilà ce que j'aurais envie de dire sur les conditions du succès de la concertation. Voilà. Merci Laure. Isabelle, peut-être que tu veux rajouter quelque chose. Bah, oui, moi je dirais qu'il faut faut être vigilant en fait par rapport à cette demande de concertation et la manière dont ça se déroule. C'est vrai que ça soit d'ailleurs pour des acteurs privés ou publics, parfois on fait appel à des designers en fait pour solliciter par exemple des gens, ça peut être des salariés ou des élus, pour le temps d'un workshop, leur demander leur avis, les faire participer, etc. Et puis, on utilise des post-it ou autres, hein, mais, et à la fin, parfois, bon, il en ressort des choses assez superficielles, en fait. Enfin, je le dis par expérience, en tout cas, moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, j'ai plus trop envie de travailler de cette manière-là. Pour moi, concertation, ça veut dire peut-être emprunter à des méthodes de sociologie, par exemple, des entretiens peut-être moins nombreux, mais plus qualitatifs, plus longs. Peut-être placer le designer aussi à une place plutôt de médiateur, enfin, c'est-à-dire de traduction en fait du contenu de ces entretiens en première forme, qui peut être soumis à un certain public et qui peut réagir, et c'est ces retours-là qui vont nous permettre d'alimenter le projet, plutôt que par exemple de donner le crayon à ce public en fait. Enfin, je trouve qu'il y a eu pas mal de dérives en fait de l'implication en fait du public usager ou du public à qui on s'adresse. Je ne sais pas si je suis très claire, mais ce que je veux dire, c'est que la question de la place du designer au sein de ce process est importante à préciser pour bien faire comprendre que le designer, il est à une certaine place, mais il ne peut pas tout faire. Et de même, de l'autre côté, tout le monde n'est pas designer et tout le monde ne peut pas dessiner. C'est pas le métier de tout le monde en fait de mettre en forme des idées ou de mettre en forme des usages. Voilà. Donc, je suis un peu critique par rapport à ça. Après, c'est hyper important de le faire, mais dans des bonnes conditions. Voilà. Je suis claire. Oui. C'était très clair. Merci Isabelle. Aude, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet? Pas du tout. Au moins, c'est très clair, là aussi. Laure ?
Super. Oui, merci beaucoup. C'était très, très clair en effet. Alors, on va finir cette table ronde sur les coups de 19h20, 25. Donc, s'il y a des questions parmi l'audience, n'hésitez pas à les poser. Et on avait gardé une petite question sous le coude, juste pour... voilà, la question, est-ce que les designers sont au service d'une idéologie politique, selon vous? Et vous pouvez définir ou reformuler la question si vous préférez. Isabelle, est-ce que tu as envie de Ouais, commencer? alors, je suis en train de réfléchir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours, alors je pense pas que ce soit une idéologie politique, mais il y a toujours quand même cette idée de, du bien, du vertueux, du bien commun, de l'intérêt général, qui irrigue toujours quand même la pratique d'un designer. Et qu'on questionne peu finalement, ça va un peu de soi. Bon, au final, l'idée c'est quand même de se rendre utile quand même. Donc, moi, je partage cette posture-là. Après, si on parle d'idéologie politique, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que moi, je m'en méfierais. Enfin, je préférerais dire plutôt non. Euh, pour moi, le design, s'il apporte quelque chose à la société, c'est en se plaçant à une échelle, enfin, comment dire, à une échelle très précise, à un lieu très précis, à parler d'un contexte très précis, et à partir de ça, à déployer une réponse, avec d'autres, évidemment, au sein d'autres acteurs, etc. Parce qu'un designer travaille rarement seul. Mais, je me méfierais en tout cas oui, de cultiver un travail au service d'une idéologie politique. D'accord, merci Isabelle. Laure, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors, moi je dirais oui et non. Euh, oui, un peu quand même, parce que moi, dans tous les projets que je développe, il y a quand même ce fil conducteur enfin, dans les projets Resicity en tout cas, de faire avec les gens, enfin, de donner le pouvoir, enfin, donner le pouvoir de donner, oui, un pouvoir d'agir à des gens qui n'ont pas forcément, et voilà, d'être dans cette démarche pédagogique, entre guillemets, enfin, de parcours apprenant, et de s'adresser à des personnes à qui on ne donne pas forcément l'occasion de, de s'exprimer sur des sujets qui les concernent. Après, on a aussi, enfin, on ne veut pas être prosélyte non plus, et quand on veut réfléchir à des sujets de société avec les gens, ce n'est pas pour imposer nos visions à nous, nos idées reçues, souvent nos biais, chacun a déjà bien les siens. Donc on a vraiment cette démarche un peu des psychologues comme ça, qui ne jugent pas les patients et qui font avec ce qui émerge. Donc je dirais politique, oui, mais pas forcément idéologique. D'accord, merci beaucoup Laure. Et Aude, est-ce que tu veux... C'était bien politique, mais pas forcément idéologique. Pas mal. Oui, parce que si globalement le design c'est pour le mieux, moi je le verrais aussi sur le fait, en ce moment il y a beaucoup, enfin peut-être que ça a toujours été, mais il y a quand même beaucoup d'enjeux en ce moment à prendre en compte, des défis à relever. Alors c'est vrai, je suppose que le design ne va pas nous sauver à tous la vie, le monde, la planète et tout ça, hein, bien évidemment. Mais comme le design, il n'agit pas seul, peut-être que le design est quand même un peu, en tout cas, moi, je ne suis pas designer, mais en tout cas, ce que je peux percevoir, c'est quand même le liant, parfois, le maillon, grande chaîne, etc. Et je me dis, si le design peut apporter du mieux, qu'il est capable, effectivement, d'arriver sur des enjeux de société économique, etc., bah, moi, j'ai envie d'y croire qu'on en a vraiment besoin sur tous les secteurs d'activité, à tous les niveaux. Après, il faut juste que le designer aujourd'hui
se remettre tout le temps sûrement en question, ça c'est sûr. Il faut pas, parce que bon, il y a peut-être une vieille génération qui imposerait un peu facilement peut-être un certain design, mais j'ai plutôt le sentiment que la jeune génération se pose quand même vachement de questions et le monde change et je pense que cette profession, en tout cas, elle a une force, c'est qu'elle se met tout le temps, enfin, elle se remet toujours en question. Moi, je suis assez épatée de voir que c'est un métier qui évolue tout le temps en fonction de ce qui se passe et tout en restant créatif, quoi. Il y a quand même ce petit, parce que peut-être qu'on vit pas des choses toujours très faciles, mais j'ai l'impression qu'avec le design, il reste une petite part de créativité, enfin, de poésie, etc., qui nous fait encore un peu rêver. Donc, il faut que, voilà, que ça continue comme ça et qu'on en mette un peu partout, mais du bon design en fait. Enfin, il n'y a peut-être pas du bon et du mauvais, mais un design voilà, qui est bien pour tout le monde. Merci Aude. Je trouve que ça conclut bien la table ronde sur une note positive et sur plein de pistes d'action pour les designers et futurs designers. Donc, merci beaucoup à toutes. Merci. Cette Merci. Et Merci. puis, à très bientôt. Donc, on retrouve Laurentelle en live ce jeudi. Et puis ben voilà, bonne fin de journée à toutes. Bonne soirée. Bonne Au revoir. soirée. Et à Au toutes et revoir, tous. à bientôt. Au revoir. Au revoir.